Madame? Oui. On ne sait pas si elle aurait survécu, car la personne qui l'a tuée l'a laissée pour morte sur le bas-côté. Je suis passée en voiture et j'ai cru que c'était un canular pour Halloween. J'ai regardé une deuxième fois. Et en fait, c'était un vrai cadavre. Don Mead quitte le Connecticut pour une nouvelle vie en Virginie. Maman m'a demandé si je pouvais la déposer à la gare routière et j'ai répondu « Bien sûr, tout ce que tu voudras ». Attends, je le prends. Oh, t'es un vrai gentleman. Je lui ai dit qu'elle s'y plairait. C'est un endroit sympa, la Virginie. Je l'aurais emmenée si j'avais pu, mais ça faisait beaucoup de route. Ils ont pris le car, c'était bien comme ça. Tu oublies ça. J'oublierais ma tête si elle n'était pas sur mes épaules. Dawn aimait la vie. Elle profitait de chaque instant. Elle aimait le changement et faire de nouvelles expériences. Je pensais vraiment que c'était une bonne idée. Elle partait vers de nouveaux horizons et je voyais ça comme quelque chose de positif. Joseph. Greg, le copain de Don, lui avait promis un nouveau départ. Je n'étais pas surpris qu'elle soit avec Greg. Il avait l'air marrant et ma mère adore rigoler. Alors c'est normal qu'elle soit avec quelqu'un qui la fasse rire. Je t'appelle quand j'arrive. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. C'était une bonne mère. Voire trop gentille parfois. J'étais son seul garçon, alors elle me passait tout. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée. Je vous aime. Je t'aime. J'étais heureux de voir ma mère enfin heureuse. C'est clair. Don et Gregory partent vivre dans le lotissement de Blue Ridge Shores. Bonjour. Bonjour. Entrez. Ils avaient décidé de vivre avec la grand-mère et le frère de Greg dans le comté de Louisa. Je te présente James, le frère de Greg. Salut. Salut, James. Ils avaient tout à disposition, de l'argent, un toit et un travail. De quoi les aider à repartir du bon pied. Entre. Assieds-toi. Elle a tout de suite adoré le coin. On avait l'impression qu'elle était au bon endroit et on la sentait bien dans sa tête. Merci. Elle était super contente d'être là-bas. Dawn était quelqu'un qui adorait sortir. C'est elle qui mettait l'ambiance. Toujours souriante, toujours en train de rire. On savait quand elle était dans la pièce, parce qu'elle était toujours en train de raconter des blagues ou de faire l'andouille. Mamie, donnez-moi, on sort ce soir. T'es prête? Ils sortaient beaucoup ensemble. Dawn était hyper sociable. Elle parlait à tout le monde. Elle adorait sortir boire un verre. Bureau du shérif comté de Louisa, je vous écoute. Ouais, c'est James Verres. Je me sens un peu agité, je suis bipolaire. Je voulais vraiment aller à l'hôpital aujourd'hui, D'accord. mais je suis pris entre le marteau et l'enclume. Comme on dit, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais juste pouvoir rester en ligne le temps que vous arriviez. James, le frère de Greg, est connu des services de police du comté. Mes échanges avec James Verres ont toujours été très amicaux. Il est arrivé qu'il nous appelle lorsqu'il faisait des crises d'anxiété. Il cherchait à se faire aider quand il traversait ces moments difficiles. Est-ce que vous avez pris vos médicaments correctement? Non. Pour être honnête, j'ai essayé de noyer mes problèmes dans l'alcool hier soir. Mais on ne peut pas dire que ça ait marché. Je suis déjà bien content de
d'avoir trouvé un moyen de vous appeler. J'aimerais juste retourner à l'hôpital, en fait. J'en aurais besoin pour réfléchir un peu. Je ne suis pas vraiment responsable de mes problèmes, vous comprenez? Pourquoi vous dites que vous êtes entre le marteau et l'enclume? Ben, la voiture de ma grand-mère a l'air bonne pour la casse. C'est vous qui l'avez embouti ou quelqu'un d'autre? J'en sais rien. Je me suis levé ce matin et je l'ai trouvée comme ça. On dirait qu'elle a percuté un cerf. C'est juste que je trouve pas cool de péter un plomb au point de faire une bêtise. De tuer quelqu'un ou de se tuer soi-même. Vous comprenez? Et je sens que je ne vais pas m'en sortir. Suite à l'appel de James, le shérif adjoint Gallagher se rend sur place au lotissement. Je me suis garé, je me suis approché, et il s'est montré très cordial, comme d'habitude. Salut James, ça va? Il était sorti de l'hôpital la veille ou l'avant-veille suite à ses problèmes psychiatriques. Mais là, il n'arrêtait pas de parler de la voiture de sa grand-mère qui était emboutie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, peut-être un cerf. Le capot était enfoncé sur l'avant gauche. Le pare-brise, côté passager, présentait un impact. J'ai commencé à me demander ce qui était arrivé. Qui l'a conduite? Police secours, je vous écoute. Madame? J'ai cru que c'était un canular pour Halloween, mais en fait c'était un vrai cadavre. Bureau du shérif comté de Louisa, je vous écoute. Il y a une femme allongée par terre à l'entrée du Blue Ridge Shores. Elle a pas l'air bien. Elle n'a pas l'air bien? Non, on dirait que ça fait un moment qu'elle est là. Et sa position, elle est à plat ventre. Et c'est un peu comme ce qu'on voit dans les films. Est-ce que vous vous sentez de vous approcher pour voir? Je crois qu'elle respire plus. Elle est immobile. L'adjoint de patrouille, Hughes, allume sa caméra corporelle et se rend sur les lieux. On m'a prévenu d'un appel qui signalait la présence d'une femme sur le bas-côté, face contre terre, à l'entrée du lotissement, sur Firehouse Drive. En me garant, j'ai vu le corps d'une femme, près d'un arbre, à environ 7 mètres de la chaussée. J'ai vérifié qu'il n'y ait plus aucun signe de vie. Il n'y en avait plus. Après avoir examiné la scène, j'ai délimité un périmètre de sécurité pour que personne ne s'approche. Il fallait que la scène du crime reste intacte et que personne d'autre que nous ne puisse accéder à la zone. C'était pour faciliter le travail des enquêteurs. On n'a pas souvent ce genre d'appel dans notre comté. J'ai commencé à imaginer des scénarios, mais il fallait d'abord déterminer s'il s'agissait d'enquêter sur un homicide ou simplement sur un décès. La première chose que j'ai vue en arrivant, ce sont les traces de pneus dans l'herbe. C'était inhabituel, une sortie de route à cet endroit, dans le jardin de quelqu'un. Le corps était près d'un arbre face contre terre. Elle portait un short, un chemisier et une veste genre sweat. Elle avait des traces de coups sur la nuque et en bas du dos. James avait mentionné que Dawn, la copine de son frère,
n'était pas rentré la veille. Pendant que j'examinais la voiture, j'ai reçu l'information qu'une femme avait été retrouvée morte sur le bas-côté. Compte tenu de ce que James avait mentionné, j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas un lien entre ces deux faits. La défunte avait un tatouage sur la jambe droite. Il était écrit John. Un autre agent a demandé si Dawn avait des tatouages. Et il se trouve qu'elle en avait un. C'est là que nous avons supposé qu'il s'agissait de Dawn Mead. Quand on analyse une scène de crime, on travaille de façon méthodique et logique. On commence à l'extérieur et on se rapproche progressivement pour ne pas détruire de potentiels éléments de preuve. L'un des indices se trouvait à environ 30 mètres du corps. Il s'agissait d'un morceau de plastique noir. Il semblait provenir d'un véhicule. On ne sait jamais où on va trouver des indices, ni quel sera leur rapport avec la scène. Alors il faut rester alerte et bien regarder partout. Il y avait une chaussure à 1 mètre de la chaussée. Elle appartenait probablement à la victime, mais il n'y en avait qu'une. Alors j'ai commencé à chercher la deuxième. Une des chaussures se trouvait à 8 mètres du corps. L'autre à 3 mètres au-dessus, dans un arbre. On n'avait jamais vu ça. Il y avait aussi une trace au sol dans cette zone. On s'en est servi de point de référence. Cette femme a été percutée par une voiture et le choc a été si violent qu'elle en a perdu ses chaussures. La scène de crime se trouve juste devant la barrière d'accès au lotissement. J'ai vu qu'il y avait un poste de garde au niveau de l'entrée. Il était équipé de plusieurs caméras de surveillance. Ces caméras sont nos témoins silencieux. Elles nous racontent l'histoire sans aucun parti pris et valident les faits. Je peux voir tous les enregistrements des caméras de l'entrée? On espérait que l'incident ait été filmé. On pourrait mieux comprendre la chronologie des événements et peut-être voir les personnes impliquées. On savait que le corps avait passé une bonne partie de la nuit là, alors on a visionné les images à partir de 20 h la veille au soir. Regarde. Pause. Reviens un peu en arrière. On a vu un véhicule entrer. Il ressemblait à la voiture emboutie. Essaye de zoomer sur le conducteur. À cause du reflet sur le pare-brise, on ne pouvait pas voir qui était au volant. Pause. Regarde la plaque. On a zoomé sur la plaque d'immatriculation et on a constaté que c'était celle de la voiture de Madame Russ. Une Chevrolet Cruze de couleur verte. La voiture était intacte. Elle ne présentait aucune trace d'impact. Continue. Elle ressort. La voiture passe la barrière à 23h02.
Et quelques minutes plus tard, elle ressort. C'est bizarre. En général, quand on rentre chez soi à cette heure-là, c'est pour y passer la nuit. La voiture se représente à la barrière à 23h41. Toujours aucune trace de choc. C'est donc que l'incident n'avait pas encore eu lieu. On ne savait toujours pas qui était au volant ou s'il y avait des passagers. On savait juste que c'était la même voiture. Du coup, c'est vrai qu'on ne comprenait pas bien ce qui se passait. Continue. Elle ressort encore. La voiture ressort à 23h51. La plupart des gens rentrent chez eux ou quittent le lotissement pour sortir, mais ils ne font pas des va-et-vient comme ça. On a trouvé ce comportement très suspect. Les enquêteurs visionnent l'enregistrement jusqu'à minuit 25. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, lorsque la voiture passe la barrière du lotissement, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Déjà, on aurait dit qu'elle arrivait à toute vitesse. Ça se voyait parce que les phares rebondissaient. Ensuite, le véhicule ralentit à l'approche de la barrière. La voiture revient et on voit à l'image la plaque d'immatriculation qui pend et se balance. On voit qu'il s'agit d'une Chevrolet Cruze et qu'elle est très abîmée à l'avant. Donc on sait que la voiture a été emboutie entre 23h51 et minuit et demi. Ok, continue. Les enquêteurs sont sidérés lorsqu'ils constatent que la voiture sort du lotissement une troisième fois. Cette fois-ci, la voiture est tout de suite ressortie. Ça n'a aucun sens. Continue. Tu peux passer sur la caméra de derrière? À minuit 39, la même voiture se présente à nouveau devant la barrière. Mais au lieu de composer le code pour entrer, la personne au volant fait quelque chose de très bizarre. Je n'avais jamais vu ça. La voiture tente d'entrer sans faire le code. En avançant doucement, la voiture soulève la barrière et passe en dessous. Incroyable. Le rapport d'autopsie fait état de lésions graves. Ce n'est pas le genre de blessure qu'on se fait lors d'une vulgaire chute. C'est plutôt la conséquence d'un choc violent. Mais surtout, les contusions à l'arrière des jambes laissaient apparaître des marques en forme de nid d'abeille. Les grilles à l'avant des Chevrolet sont très spécifiques. Elles sont en nid d'abeille. Exactement la même forme que laissaient apparaître les marques sur les jambes de Don Mead.
À ce moment-là, il était certain que cette voiture avait percuté Don Meade. Mais impossible de voir qui était au volant ce soir-là. Le shérif adjoint Gallagher décide d'allumer sa caméra corporelle et lie les droits Miranda à James Verrès. James a refusé de répondre à nos questions et n'a plus voulu nous parler, ce qui a un peu empêché l'enquête d'avancer. Les enquêteurs s'intéressent alors à Greg, le copain de Don. Où il est? Greg? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma voiture? Leur grand-mère était très surprise. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qui était arrivé. On va tout vous expliquer, mais on doit d'abord lui parler. Elle leur dit que Greg est toujours dans sa chambre. Greg? Bureau du shérif. Venez dehors, il faut qu'on parle. Vous avez des armes sur vous? Où est-ce que vous voulez parler? Dehors. Vous m'arrêtez? Non, monsieur. J'ai rien à dire. Vous ne voulez pas nous parler? Non. Vous savez ce qui est arrivé à la voiture? Aucune idée. Je la conduis pas. Vous étiez où ces dernières 24 heures? Dans ce lit. D'accord. Greg est menotté pour éviter qu'il n'interrompe l'enquête. Une voiture emboutie, c'est quoi le rapport avec moi? Quoi? J'ai rien. Tu savais que Dawn était morte? Quoi? Assieds-toi. Quoi? Elle est morte sur la route. Elle a été renversée par une voiture. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. C'est une blague ou quoi? Assieds-toi. Allez. Ma copine est morte? Reste assis. Non mais sérieux, elle est morte? Allez à l'intérieur, madame, on s'en occupe. C'est vrai, mamie? C'est ce qu'ils m'ont dit, chérie. Oh non! Ils pensent qu'elle a été renversée par ma voiture. C'est pas possible. Écoutez, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Si vous voulez, on lit vos droits et vous nous dites ce qui s'est passé. C'est du sang, ça? J'ai remarqué une tache rouge sur le pare-choc arrière de la voiture. Où ça? Surtout l'arrière. Montrez-moi. T'es en train d'altérer des preuves. Mais non, c'est pas du sang. C'est une preuve. Si vous y touchez, on vous arrête. Tu falsifies une preuve. Il a essayé d'effacer la trace avec son pied. Alors on a décidé de l'arrêter pour obstruction. On a plusieurs suspects. James Verrès, qui a un comportement bizarre et demande à être interné en psychiatrie. Gregory Verrès, qui fait entrave à l'enquête. Et la grand-mère est également suspectée car la voiture lui appartient. Maintenant, il faut démêler tout ça. Regarde, c'est le sac de Dawn. En entrant dans la maison, j'ai vu le sac de Dawn. J'ai demandé à la grand-mère s'il était à elle ou à Dawn. Elle m'a répondu que c'était celui de Dawn. Le sac a été saisi dans le cadre de l'enquête. Les agents de police y ont trouvé le reçu d'un pub qui s'appelle le Courthouse Café. Ce pub a des caméras de surveillance, mes témoins préférés, et garde une trace de toutes les transactions effectuées par carte. On a rapporté l'enregistrement vidéo au bureau du shérif pour le visionner. Compte tenu du reçu, on va commencer à 21h. Les voilà. Gregory Verrès et Don Meade arrivent aux alentours de 21h35. Dawn porte un short et un chemisier foncé. Cela correspond aux vêtements qu'elle portait sur la scène du crime.
Changement d'angle. Reviens en arrière. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Sur les images, on voit un couple normal qui passe une bonne soirée. Greg et James sont emmenés au bureau du shérif pour être interrogés. Dans la voiture, James a dit qu'il préférait se taire pour ne pas attirer d'ennui à qui que ce soit. Quand on a demandé à James qui était au volant, il a répondu que c'était Greg. Et Greg a répondu que c'était James. Chacun accusait l'autre. Greg est le premier à être interrogé. Alors? Bon, alors, qu'est-ce que vous essayez de dire? Je viens de perdre ma copine. Sérieux, j'ai pas fait ça. Pendant son interrogatoire, Greg n'a pas cessé de clamer son innocence. Il disait qu'il n'avait pas tué sa petite amie. Je la verrai plus jamais. C'est horrible. La police contacte la famille de Don, dans le Connecticut. Il était environ 23h30 quand les policiers ont tapé à la porte. Ils m'ont demandé si je connaissais Dawn Mead. J'ai dit oui, c'est ma sœur. Maman a dit c'est ma fille. Et ils ont répondu elle a eu un accident. Elle est décédée. Nous avons le regret de vous informer qu'elle a succombé à ses blessures. Ça a été un choc. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est un cauchemar et je vais me réveiller. Et puis, il a fallu que je prévienne son fils. Ça a été le plus dur. J'ai décroché et elle m'a dit, Joe, maman est morte. Je me souviens que le temps s'était arrêté. Je me suis effondré à terre et j'ai pleuré. Sur les images, on voit un couple amoureux. Ils passent une bonne soirée, ils jouent au billard. Comme deux personnes en train de boire un verre au bar du coin. Tout à coup, Greg a un langage corporel différent. Il a l'air énervé. Qu'est-ce qui se passe? Ça a attiré notre attention. En 10 minutes, l'ambiance avait changé du tout au tout. Gregory était différent. Il s'était passé quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Quelque chose avait énervé Greg. On ne sait pas exactement ce qui a pu se produire, mais il est évident qu'il s'est passé quelque chose. Après cet incident, Greg a eu l'air de se calmer et la soirée a repris son cours.
Attends, qu'est-ce qui se passe là? Un homme s'approche et pose un billet sur le bord de la table pour signifier qu'il veut jouer contre le gagnant. Il n'a pas l'air d'aimer ce type. Don a remporté la partie contre Gregory. Donc ce type a ensuite joué contre elle. Je suppose que Gregory était jaloux qu'elle joue au billard avec un autre homme. Elle lui parle et on voit que ce n'est pas juste une conversation entre deux joueurs. Leurs échanges vont au-delà des phrases du genre « à toi » ou encore « boule 8, poche latérale ». Est-ce qu'ils se sont retrouvés un peu plus tard? Est-il impliqué dans l'affaire? Il faut tout prendre en considération. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Puis on voit que Don fait la tête. Greg aussi. Elle est peut-être énervée à cause de lui. Quoi qu'il en soit, ils finissent par quitter le pub ensemble. Reste sur ce type. Je veux voir la suite. L'individu qui jouait au billard avec Don est resté au pub après que Greg et Don sont partis. Donc on ne s'est plus intéressé à lui. Tu peux passer sur la caméra extérieure. Zoom sur la voiture. Ça doit être la Chevrolet. On voit très clairement qu'ils quittent le pub ensemble et montent dans le même véhicule. Don s'assoit sur le siège passager avant, Greg s'installe à la place du conducteur. Et on voit très bien qu'il s'agit de la Chevrolet Cruze. On savait qu'une heure et demie plus tard, elle était morte, renversée par cette voiture. Les enquêteurs visionnent à nouveau l'enregistrement des caméras du lotissement. Pour entrer dans le lotissement de Blue Ridge Shores, il faut faire un code. On a regardé la vidéo image par image. On voit que la personne au volant porte un vêtement jaune fluo, le même que celui que Gregory porte au Courthouse Café. On assemblait les pièces du puzzle et on était sur le point de découvrir qui était au volant. L'interrogatoire de Greg se poursuit. Vous êtes allé où après? On a quitté le Courthouse Café. Et puis, on a commencé à faire les idiots dans un champ. Et puis, là, elle s'est fâchée. Et elle est partie à pied. Alors j'ai fait des allers-retours en voiture pour essayer de la retrouver. Il indique qu'il conduisait et qu'elle est descendue de la voiture. C'est très intéressant car au départ, il a dit qu'il ne conduisait pas cette voiture. Vous savez ce qui est arrivé à la voiture? Aucune idée. Je la conduis pas. Et là, il change de version. Pourquoi vous vous êtes disputé? Elle est juste descendue de la voiture comme ça. Ouais, elle voulait conduire, mais j'ai pas voulu lui laisser le volant parce qu'elle avait bu. Je vois. C'était la voiture de ma grand-mère. J'en avais la responsabilité. Je la trouvais pas. Je klaxonnais, je regardais un peu partout, et là, je suis sorti de la voiture et je me suis pris une foutue boîte aux lettres. Je pense que c'est ça le coup sur cette fichue caisse.
En tout cas, c'est pas comme si j'avais percuté quelqu'un. Vous la cherchez, vous faites une sortie de route malencontreuse et vous percutez une boîte aux lettres. Je sais que c'était pas une personne. C'était pas une personne. Je sais que c'était pas un animal. Je cherchais, je klaxonnais, et oh mince, comme ça quoi. Donc on devrait trouver une boîte aux lettres abîmée, c'est ça? D'accord. Les agents de police ont cherché la boîte aux lettres qu'il avait percutée. Mais ils n'ont trouvé aucune boîte aux lettres amochée dans le quartier. L'enquête avance. Au vu de l'état de la voiture, cette histoire de boîte aux lettres que Greg aurait percutée n'est pas crédible. Il a déjà menti une fois, il n'hésitera pas à mentir de nouveau. Mais en gros, il vient d'avouer qu'il était bien présent sur la scène de crime. Qu'avez-vous fait ensuite? Je suis rentré et ma grand-mère m'attendait. Elle m'a dit « Donne-moi ces foutues clés. » Si la voiture est ressortie après ça, c'est que mon idiot de frère l'a prise. Votre grand-mère a pris les clés? Dès que je suis rentré. Donc c'est elle qui avait les clés? Oui, mais mon frère va dans sa chambre et les prend pendant qu'elle dort. Il fait ça tout le temps. Si mon frère a pris la voiture, il a peut-être fait une bêtise. Gregory a accusé son frère pendant toute l'enquête. Son frère James n'était pas quelqu'un de violent. Il voulait juste parler à un psychologue. Pour moi, il n'avait rien à voir avec tout ça. En fait, Greg, c'est qu'elle a été percutée par la voiture. On a retrouvé la marque de la grille sur ses jambes. Donc, la voiture l'a percutée, c'est certain. La grand-mère nous a dit que seul Greg avait eu la permission de prendre la voiture ce soir-là. Et James est la seule autre personne à vivre dans cette maison. Il n'a pas pris la voiture ce soir-là, donc il ne reste que Greg. L'avocat va le dire au procureur. Vous m'aidez pas du tout, là. Je vous raconte tout ça parce que elle comptait beaucoup pour moi. Mais elle est morte maintenant. Jamais je tuerai ma petite amie, sérieux. Je l'ai pas renversée. C'est pas moi, ça. Le problème, c'est qu'un mensonge en appelle un autre. Non seulement il a reconnu qu'il était au volant, mais en plus, il a admis avoir percuté quelque chose. Au cours de l'enquête, nous avons découvert l'existence d'une ordonnance de protection interdisant à Greg d'entrer en contact avec Don. Mais l'ordonnance ne devait être délivrée qu'en cas de violence ou de menace. Elle a eu un œil au beurre noir une fois. Elle a dit qu'elle était tombée. Plus tard, j'ai découvert qu'il l'avait frappée. Quand on est capable de faire ça, on est capable du pire. Il était dérangé dans sa tête. Il pouvait être méchant. Et elle a cru que le fait de changer d'air leur ferait du bien. Ma mère ne m'avait pas dit qu'il était violent. Elle a commencé à m'en parler quand elle était en Virginie. Je lui ai acheté un ticket de car pour qu'elle revienne, mais elle ne l'a pas utilisé. D'instinct, j'ai tout de suite dit aux inspecteurs que j'étais sûre que c'était lui. Joseph et la sœur de Don ont tout de suite su que c'était Gregory. On sentait qu'ils avaient toujours dit à Don de ne pas s'approcher de ce type parce qu'il allait lui faire du mal. Ne bougez pas, on revient vous chercher dans une minute. Oh, c'est pas vrai, j'y crois pas. Mais pourquoi j'ai raconté tout ça? Sérieux? Je suis amoureux d'une femme morte. L'étau se resserrait petit à petit. Gregory, Gregory, Gregory. Ça me saoule.
Le puzzle prenait forme et on commençait à comprendre. À minuit et demi, le véhicule rentre à nouveau dans le lotissement. Et il y a un détail bizarre. On voit à l'image que la personne qui a tué Don Meade porte un sweat bleu. Ce matin-là, Greg Verres portait un sweat bleu. Je pense qu'il est rentré chez lui, qu'il s'est changé et a troqué son pull jaune fluo pour un sweat bleu marine, parce qu'il savait qu'il allait passer à l'acte. Il est sûrement rentré avec le sac de Dawn, puis il s'est énervé, il s'est dit « Je vais ressortir lui régler son compte, mais avant je vais me changer pour qu'on ne me reconnaisse pas. » La voiture est l'arme du crime. Et d'après notre enquête, Greg Verres était au volant de cette voiture la nuit du 22. Gregory Verres est accusé du meurtre de Don Meade. Sa grand-mère et son frère, James, sont innocentés. Ils n'ont rien à voir avec le crime. Le 12 décembre 2018 s'ouvre le procès de Gregory Verres. On en apprend plus sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Greg et Dawn ont quitté le pub ensemble. C'est ce qu'on a vu grâce aux caméras de vidéosurveillance de l'établissement. Dawn. Puis Dawn s'est fâchée contre Greg. Elle est descendue de la voiture et a voulu rentrer à pied. Greg voulait qu'elle remonte dans la voiture, mais il ne la trouvait plus. D'où le fait qu'il fasse tous ses allers-retours en si peu de temps. Il a fini par péter les plombs et on connaît la suite. On ne la voit pas se faire renverser. On ne la voit pas voler dans les airs. On ne voit rien de tout ça. Mais durant les nombreux visionnages, rien que le fait de savoir que c'était à ce moment précis que Greg était sorti de la route pour percuter Don Meade, ça me glaçait le sang. Après avoir renversé Dawn, Greg est ressorti pour voir si elle était morte. Il n'a pas appelé les secours. Il n'a pas tenté de lui sauver la vie. Greg ne semblait avoir aucun remords. C'était un type violent et sans aucune empathie. Le 14 décembre 2018, Gregory Verres est reconnu coupable du meurtre de Don Meade avec délit de fuite. Il est condamné à la prison à perpétuité. Pour moi, Gregory Verres est une personne extrêmement colérique et violente. Comme dans un cas de violence conjugale, sa rage a explosé et il a délibérément percuté Don Meade. Sa condamnation à perpétuité ne ramènera pas ma mère, mais elle empêchera qu'une autre mère ou une autre fille ne soit victime. Et ça, j'en suis content. Au premier signe de méchanceté, que ce soit une main sur la bouche ou une bousculade, il faut partir. Il faut parler et se faire aider, ne pas le garder pour soi. Il faut en parler à ses proches, ils peuvent vous aider. C'était un rayon de soleil. Elle était magnifique et douce. Je veux que les gens se souviennent d'elle telle qu'elle était parmi nous, toujours souriante.